Vous allez bien, il fait quand même assez froid aujourd'hui, hein. En tout cas du côté d'Alger et de l'est du pays. Les températures sont en baisse, il paraît même qu'il neige, donc voilà, soyez prudents, habillez-vous bien. Mais on en avait besoin de ce froid, c'est vrai que ça fait du bien, même de la pluie. Donc l'hiver s'annonce enfin chez nous en Algérie et on est content. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi, ce sont les chroniques donc du lundi, à savoir l'œil du psy. Ce sera avec Ledmia Mbarak, aujourd'hui elle nous parlera encore une fois de psychologie, mais vous allez voir parce que c'est tellement vaste ce sujet de psychologie qu'on avait commencé à aborder la semaine dernière. Aujourd'hui, elle vous dira à quel moment et comment aller consulter un psychologue. Quel est le déclic? Qu'est-ce qui va vous faire dire que voilà, il faut que j'aille voir un psychologue ou pas? Quels sont les signes révélateurs? Et surtout, qu'est-ce qui est finalement normal et qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui est anormal? Et c'est elle, la spécialiste, qui y répondra. Hassan Chemaj sera également avec nous pour sa chronique Votre santé. Et on avait commencé à en parler hier avec le commandant Nassim Bornaoui. Aujourd'hui, il sera question également du monoxyde de carbone, puisque Hassan Chemaj y a travaillé longuement, durement. Vous allez voir des photos, mais juste, oh là là, c'est pas beau à voir, mais pourtant, on va vous les montrer. Comme ça va vraiment vous booster à prendre vos précautions lorsqu'il s'agit de votre vie et des autres. Et puis nous recevrons, enfin, il est déjà installé, notre invité, Monsieur Benamar Karim, qui est président de l'Association nationale des bénévoles d'Algérie. Et j'ai juste trouvé ce projet formidable, c'est pour ça que je l'ai invité. Il s'agit de la forêt pédagogique. C'est un projet qui va se dérouler à Adrar. Je ne vous en dis pas plus. En fait, cette association travaille tellement, elle réalise tellement de belles actions et voici justement l'une de ces actions. Ça va se passer prochainement. On va tout expliquer dans quelques instants. Et puis on aura par téléphone, parce que ça a été difficile d'avoir un invité aujourd'hui vu que l'événement grandiose commence dès aujourd'hui, à savoir, puisque c'est sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et donc c'est ce forum international cinéma et mémoire. C'est vraiment grandiose avec des spécialistes, des experts qui vont tous se réunir à l'hôtel Laurasie. Et nous aurons avec nous normalement le directeur du CADC, Zindine Arkab, qui est donc directeur donc, du Centre algérien de développement du cinéma, pour nous donner les grandes lignes de ces 3 jours de rencontres qui vont être intenses en matière de cinéma. Voilà, ce sera tout à l'heure et on l'aura par téléphone. Mais tout de suite, on va accueillir notre premier invité pour aujourd'hui pour parler de ce formidable projet qui va donc avoir lieu à Adrar. Alors, Monsieur Benamar Karim, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Et merci surtout de nous apporter des nouvelles de ce projet ô combien intéressant, à savoir cette forêt pédagogique. Donc un projet qui va se dérouler à Adrar prochainement, ce mois de décembre. Voilà, alors c'est le chantier bénévole international pour la construction et la réalisation de la forêt pédagogique EXA. Voilà, EXA, c'est... la forêt sera, Inch'Allah, implantée à Bouda, la commune de Bouda et la wilaya de Adrar. Le chantier commencera, Inch'Allah, le 22 décembre et tiendra fin le 25 décembre, Inch'Allah. Il y aura alors 150 bénévoles de différents pays, voilà, qui sont venus pour participer à ce chantier bénévole international. C'est le premier chantier bénévole international organisé ici en Algérie. Et voilà, alors c'est une forêt avec plusieurs installations. Je peux citer par exemple le labyrinthe végétal géant. Et ça, il aura un 50 mètres sur 30 mètres. Voilà, c'est un espace de, comment dire, de loisirs et aussi pour profiter et voir par exemple de quoi il est fait ce labyrinthe. Il y a des plantes spéciales qu'on utilise pour réaliser ce genre de réalisation. Et aussi il y aura une plage ou là une oasis artificielle. Alors l'oasis artificielle, elle va permettre déjà aux enfants, les citoyens de cette localité de profiter des bienfaits de la mer. Et aussi de la baignade. Et aussi, elle servira aussi de bâche à eau pour irriguer les arbres et les champs. À vrai dire, nous allons mettre des poissons à l'intérieur. Ça va être de l'eau riche, du moment que déjà il y a des poissons à l'intérieur avec tout ce que ça, en général, les poissons, etc. Ça va devenir une eau, comment dire, riche
qui va être bénéfique pour l'arrosage ou l'irrigation des arbres. Et voilà. Très bien. Alors, on va décortiquer tout doucement. Là, je vous ai laissé faire votre présentation. C'est normal de ce beau projet. D'ailleurs, on a vu la très, très belle affiche du projet qui va se dérouler, je le rappelle, à Adrar. Première question, pourquoi Adrar? Alors, Adrar, déjà, nous avons un bureau à Wilaya Adrar de notre association qui est très actif. Et aussi, l'année passée, nous avons fait une rencontre nationale sur le volontourisme, sur le tourisme bénévole. Alors, c'est là où on a fait des points où il fallait faire la promotion du tourisme local de la wilaya d'Adrar, parce qu'après le dernier découpage administratif, là où ils ont séparé Adrar et Timimoun, là, Adrar se retrouve sans Timimoun, et là, du côté touristique, elle est quand même délaissée. Et là, on voulait refaire démontrer le potentiel touristique de la wilaya d'Adrar. Très bien. Voilà, alors, dans le programme, la matinée elle est dédiée pour le chantier, mais tous les après-midi seront dédiés aux visites touristiques. Ça va permettre aux bénévoles qui vont venir participer au chantier de visiter par exemple Qsat Massart, par exemple Tamantet, Tsabit, tous ces points. Donc vous connaissez bien cette région? Oui, parce qu'on a fait ces circuits-là l'année dernière. Très bien. Et voilà, alors... J'aimerais qu'on s'arrête sur cette image, cette photo où il y a des activités proposées. Il y en a déjà 5 et je trouve que c'est très très riche. On va les lire ensemble. Donc atelier séminaire, plantation d'arbres, circuit pédagogique, circuit sportif santé et bien sûr loisirs. C'est-à-dire que vous avez pensé à tout. Voilà, c'est toutes ces activités. Elles seront programmées dans la forêt plus tard, Inch'Allah. C'est un projet... Ça c'est l'objectif, quoi. C'est l'objectif, voilà. Alors les ateliers et les séminaires, les ateliers seront dans la pépinière. Alors, nous serons accompagnés de l'Institut national de l'agriculture saharienne. Ils vont assurer tout ce qui est formation et trucs pédagogiques. Ensuite, par rapport au séminaire, nous avons créé un théâtre vert, avec un théâtre en plein air, avec du gazon, etc., une scène, avec tout un truc. Donc tout ça va se passer pendant les 5 jours? Non, plus. Non, ça c'est dans le projet. Dans le projet? Ah ouais, voilà. Et on ne parle pas du jour mais sinon, dans les ateliers, parce qu'à vrai dire, c'est les 150 bénévoles, chaque groupe va s'occuper d'un genre. Par exemple, ceux qui vont faire le goutte à goutte, ceux qui vont faire, par exemple, les trous pour planter, ceux qui vont distribuer les plants, ceux qui vont faire la clôture. Il y aura 8 ou 9 ateliers. Chaque groupe va s'occuper de cet atelier. Après, on pourra avancer les choses. Et pour permettre aux bénévoles d'apprendre, par exemple, la maçonnerie, par exemple, la plomberie. C'est quoi aussi le système du goutte à goutte, comment que ça fonctionne. Mais en fait, l'objectif, on va dire, vraiment principal de cette, j'allais dire, ferme pédagogique, c'est plutôt la forêt pédagogique, c'est promouvoir aussi l'éducation environnementale, sensibiliser aussi à conserver l'environnement, la nature, prendre soin de la nature, parce que votre association sort beaucoup dans la nature. Vous avez beaucoup de sorties, je ne parle pas que d'Adrar, mais vous êtes partout, vous êtes en contact direct et quotidien presque avec la nature. Voilà, alors notre association est active dans le domaine social et environnemental. Quand vous avez dit que, comment dirais-je, nous activons dans le truc comme activité, comme le nettoyage, la sensibilisation, la basse technologie, c'est tout ça. D'ailleurs, on est même arrivé à aller faire une sortie avec le CNL, le centre de, comment on appelle ça, la conservation du littoral. Alors, on est parti pour nettoyer même les îles Abibas, par exemple. Ah oui, ça c'est à Oran. À Timouchint, Oran. À Timouchint, Oran, voilà, d'accord. L'ouest du pays. Ah non, Oran, c'est l'île plane. C'est celle qu'on voit au fond, c'est l'île plane. J'ai confondu. Les îles Abibas, c'est Ain Timouchint. Voilà, exactement. Voilà. Alors, effectivement, pour Adrar, vous savez, c'est une région aride. Et voilà, avec maintenant le boom de l'agriculture saharienne, etc., nous avons profité sur cet élan-là et nous avons
décidé de participer aussi, de mettre notre à la empreinte, pâte. voilà. Et voilà, puisque tout le monde est en train d'investir dans les arbres fruitiers et les fruits et légumes, etc. Nous avons pensé à investir dans le domaine des arbres urbains. Voilà, C'est-à-dire que comment ça va se passer? Vous allez ramener avec vous des arbres? Qui va vous les bien sûr, donner? bien sûr. Alors, Est-ce qu'il y a, par exemple, d'autres organismes qui participent avec vous? Je sais qu'il y a beaucoup de sponsors bien que sûr. l'on ne va pas citer, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la pub. On peut les remercier quand même. Mais vous pouvez Voilà, remercier les ils peuvent se sponsors. C'est reconnaître, clair. ils savent. Voilà, ils vont et- se reconnaître et ils voilà. savent très bien qu'on ne peut pas les citer. Voilà. Mais est-ce que c'est les sponsors qui vont vous aider donc financièrement pour pouvoir acheter des petits arbres, Bien sûr. pour les planter? Parce que pour planter tout ça. Alors, quand on a proposé ce projet aux sponsors, ils étaient tombés sous le charme. Ils étaient quand même, je se dis, quand même, c'est un projet très intéressant. Oui. Et vu l'impact sociétal et l'impact environnemental que ça Exactement. a sur la région d'Adrar, alors ils ont tout de suite accepté, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bah oui, ils Alors, acceptent. Regardez-moi cette photo, elle est belle, hein, voilà, tous les ça, bénévoles. C'est les bénévoles de l'année passée quand on a programmé la rencontre nationale sur le volontourisme. Voilà, c'est magnifique. C'est durant les sorties touristiques, etc. Ah oui, ça c'est beau, avec le drapeau algérien. C'était une ambiance magnifique. Ouais. Ça. Alors justement, pour faire du bénévolat, il faut vraiment être passionné par ça. Il faut vraiment aimer, parce que voilà, par exemple, cette image aussi, elle est très très belle. Elle en dit long sur la protection de l'environnement. Et on va y revenir dans quelques instants sur Canal Algérie, dans votre espace Souriez. Vous êtes sur Canal avec ces initiatives que nous présente bien sûr l'Association nationale des bénévoles d'Algérie, représentée aujourd'hui par son président, Ben Amr Karim, pour parler donc je le rappelle, de ce projet, la forêt pédagogique, qui va commencer donc le 22, c'est ça? Le 22 décembre, de ce mois de décembre, à Adrar. Donc on a commencé à détailler. On s'était arrêté sur cette photo qui est juste magnifique. Ça, c'est pour dire que vous êtes sur tous les fronts, vous êtes partout. Là, j'imagine que vous étiez content après quand même une fatigue, parce que ramasser tout ce qu'il y avait à ramasser, et en plus avec tous ces sacs de poubelle, vous avez écrit Tatawa. Tatawa, voilà. Comme quoi, mission accomplie. Voilà, il y avait un slogan, c'était Tatawa, venez participer avec nous voilà, dans ce genre d'initiative. Ouais. Voilà, c'était ici, c'est à Tipaza, en collaboration avec le mouvement associatif de la wilaya de Tipaza, ainsi que nos amis de la protection des forêts, la conservation des forêts de la wilaya de Tipaza, qu'on salue. Et voilà, nous sommes partis pour faire, dans le cadre de la caravane de sensibilisation sur les feux de forêt. Les feux de forêt. Voilà, et voilà. Donc vous en avez trouvé des choses à ramasser? Ah oui, il y en avait, malheureusement. Et justement, si vous aviez, en tant que bénévole déjà et président de l'association, si vous aviez un message à adresser aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent en face de la caméra, voilà, qui est juste en face de vous, juste les sensibiliser, ne pas jeter... Alors, c'est normal, c'est juste qu'il faudrait essayer de faire attention quand on part faire un pique-nique ou là, il faudrait prendre un sachet et reprendre les déchets, et aussi essayer comment dirais-je, d'encourager le fait, si on voit quelque chose, il faudrait signaler, et voilà. Exactement. Parce que c'est très important. Nous sommes tous concernés. Ça fait partie du civisme. C'est civisme. Et voilà. en plus, c'est nuire à notre environnement, n'est-ce pas? C'est juste et se nuire à soi-même. C'est la même chose, n'est-ce pas? Quand même, c'est des endroits où on veut tous se reposer, par exemple. On veut tous. Même la nature est profiter. fatiguée de tout ça, Ouais, puisque oui. l'eau, vous avez vu déjà rien que la mer, tout ce qu'elle rejette. Ah, elle rejette tout. Elle rejette tout. On a vu juste ce qui a été rejeté l'année dernière à Soqaltinin, par exemple. C'était une catastrophe écologique. Voilà, donc faites attention, c'est tout. Cet environnement a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Voilà. Et cette photo aussi, elle est magnifique. Bien sûr, Maqam Shahid à côté. C'était dans quel cadre? C'était la célébration du 5 juillet. Ah ouais, la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance. Alors nous avons pris l'initiative de nettoyer les déchets après la festivité. Ah ouais. Et de faire passer un message quand même, oui, t'es content, t'es fier de ton pays, mais essaye de ne pas jeter. On a filmé une scène avant et après. C'était malheureusement, mais ça se passe partout dans le monde, malheureusement.
Mais voilà, mais ce Faire qui la était fête, bien, c'est bien, mais nettoyer juste voilà. après, c'est encore mieux. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait la participation de tout le monde. De tout le monde. Ouais. Voilà, Justement, les gens, quand ils vous voient comme ça, même ceux qui ne sont pas bénévoles, quand il y a des passants, des touristes, des visiteurs, quand ils vous voient mettre la main à la pâte et commencer à nettoyer, est-ce qu'ils se joignent automatiquement bien sûr, à bien vous sûr, comme ça? bien sûr, c'est automatique parce Ouais. que il suffit juste que quelqu'un allume Oui. le truc et Ouais, tout le c'est monde ça. participe. Après, tout le monde. Je vais citer par exemple ce qu'on a réalisé aussi sur les tribunes des stades par Ah exemple, oui. là où ça a fait un trend en collaboration avec l'association Greenback de Annaba par exemple. Alors c'était leur initiative, je les salue. Nous avons participé à cette initiative. Eux, ils étaient à Constantine. Nous étions ici à Annaba, le stade, soit le 5 juillet ou sinon le stade Barraqi. À Alger, donc pas À à Alger. Annaba. Non, non, nous étions ici, mais Alger, eux, oui. le groupe, il était à Annaba. Alors, nous avons participé au nettoyage des tribunes et à la distribution des sacs. Et quand on voit les supporters participer à Ah, ces ça, actes et c'est bien. ça fait ça. Ça fait plaisir, comme ça, après, on laisse tout le stade et les tribunes Il y avait une énergie propres. positive, C'est etc. bien. Mais c'est Même, ça aussi les Algériens. Il suffit qu'ils voient quelqu'un et ils oui. suivent. Hein? Eh ben, entre parenthèses, même la police a commencé à nettoyer avec nous. Ouais, c'est génial. Juste parce qu'il fallait, c'était un truc, Voilà. j'ai salué De d'ailleurs. communauté, quoi. Voilà, mais alhamdoulilah, Alhamdoulilah, ben, j'espère que ça va continuer, et notamment Inch'Allah. avec ce beau projet. Moi, j'aimerais revenir aussi sur une autre action. Enfin, vous en avez fait tellement, on ne peut pas tout passer dans une seule Ouais. émission, c'est pas possible. Mais il y en a une, par exemple, personnellement, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée. C'est celle où vous avez travaillé aussi avec des personnes à mobilité réduite, et notamment au niveau des plages. Et vous Voilà. leur avez permis, par exemple, d'aller nager comme tout le monde, d'apprécier la mer, l'eau, et de passer une belle journée. Et je vous propose de regarder un extrait de votre travail à travers cette vidéo. Regardez. Voilà, ça c'est juste un échantillon. Hein. De toute façon, sur votre page, par exemple, j'imagine Instagram, Facebook, vous allez en avoir plein les yeux de tous ces événements, ces initiatives organisées ou dans lesquelles aussi participe cette association, je le rappelle, nationale des bénévoles d'Algérie. Voir un jeune comme ça qui a le sourire, qui est en train de nager, de profiter de l'eau, c'est juste magnifique, quoi. C'est magique. Magique, ah oui. Vous savez, c'est dur de faire, par exemple, la caravane de l'Est jusqu'à l'Ouest, et avec des moyens quand même assez difficiles. Et la première édition, on faisait le déplacement d'une gare à une autre. Ouais. Sauf qu'on avait eu une camionnette qui faisait déplacer le matériel, mais sinon, les bénévoles, nous étions en 20. On prenait le bus pour se déplacer d'une gare à une autre. Et c'était difficile, surtout à la période d'été, c'était pas chaud évident. Et tout, voilà. Ouais. Mais alhamdoulilah, chaque fois quand vous voyez le résultat, vous oubliez tout. Rien à dire, rien à dire. C'est un truc qu'il faut vivre ces moments-là. Ouais. Parce que ça nous remplit d'énergie, ça nous remplit d'émotions. Et quand on voit des personnes qui sont jamais allées à la plage, par exemple, à cause de leur handicap et leur famille ne peuvent pas leur permettre se permettre d'aller, par exemple,
ici à Alger, où là, par exemple, il faut souligner qu'à Alger, il y a des fauteuils quand même mis à disposition de ces personnes-là, de ces familles-là. On remercie la wilaya d'Alger d'avoir pensé à eux aussi, d'avoir mis et installé ce genre d'installation sur les plages. Par contre, sur les autres wilayas, nous faisons la promotion du handitourisme pour essayer de sensibiliser les personnes et ceux qui gèrent les plages privées, etc., d'investir dans ce genre, de faire en sorte que quand une famille ou des personnes à mobilité réduite viennent profiter, ils trouvent par exemple, des toilettes adaptées aux handicaps et l'accès, les accompagnateurs de baignade, ainsi que les fauteuils aussi. Voilà. Alors, par exemple, juste pour souligner que ce fauteuil-là, c'est nous-mêmes qui nous l'avons réalisé. Ah bon? Voilà, c'est bon, ça je ne savais pas. Donc, on est fiers. Alors, nous avons essayé de chercher pour acheter ou d'en acquérir un. C'était pas évident déjà et que c'était. Et comment vous l'avez réalisé? Copier-coller, on a vu à peu près comment le fonctionnement, etc. Après, nous avons bien sûr dans notre équipe de bénévoles des ingénieurs, des designers, des soudeurs, des trucs. Nous avons fait ça. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Chacun a apporté. Nous sommes fiers d'ailleurs parce que c'est une production déjà notre association et en plus il est plus solide et il est plus fiable que les autres et facile à manier et aussi par exemple si la bouée se dégonfle ou par exemple se déchire, il y a un plan B. C'est facile, à 2000 dinars, 3000 dinars on peut acheter une bouée. D'accord. Eh ben franchement bravo à vous tous et vous méritez vous aussi qu'on vous rende hommage parce que pour tout le travail que vous faites et tout le bien que vous faites, que ce soit aux mamans aussi, parce que j'imagine que par exemple cet échantillon, ce jeune homme qu'on a vu nager, j'imagine que sa famille était aux anges, en pleurs même, vous m'avez dit hors antenne. C'est simple, quand un père d'un jeune homme par exemple, ce jeune homme a eu un accident de moto, et alors ça arrive à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui. Et à la plage, quand on le faisait rentrer, quand il voyait son fils, et son fils avait deux filles et avait son épouse aussi. Alors, à l'intérieur de la mer, et il me dit, vous savez quoi, si vous ne rentrez pas au paradis, sur ça, vous ne rentrez jamais. Inch'Allah. Ah, j'ai dit, alhamdulillah, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Exactement, on comprend tout de suite. Vous ne savez pas quel bonheur. Il m'a dit, je n'arrive même pas à l'exprimer parce que voir mon fils s'amuser avec ses enfants en se baignant, c'est pas... C'est magnifique, voilà. C'est un sentiment à part, quoi. Même il y a parce que ça sert même quand on dit personnes à mobilité réduite, c'est pas que des personnes avec handicap, il y a des personnes par exemple avec un surpoids. Il y avait une dame qui pesait dans les environs de 180 kilos. Quand les bénévoles faisaient la prospection sur la plage pour voir ceux qui ont besoin de ce fauteuil-là pour les faire entrer, il y avait un jeune homme, il nous suivait sur Internet en disant « Monsieur, il y a ma grand-mère, je veux la faire entrer. » C'est-à-dire que tout le monde se sent concerné, même les tout petits. Après, quand ils sont partis chez elle, ils ont trouvé que c'était pas quelqu'un qu'on pouvait soulever facilement. Et ils m'ont appelé, Karim. Écoute, il y a une personne, mais je ne sais pas comment on va faire pour la faire. On ne sait même pas si ça va suffire. Il va. C'est moi qui a fabriqué ce fauteuil. Subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit non, viens. Quand je suis parti, j'ai vu quand même une personne qui était malade. Très forte, avec 150, 180 kilos, facile. Nous avons réussi à la porter, à la mettre, à la soulever. C'était un moment stressant parce que j'ai eu peur que le fauteuil ne tienne pas. Et finalement, ça n'a pas bougé. Alhamdoulilah. On l'a fait rentrer, elle a profité, elle a rigolé avec ses petits-fils, etc. Ils ont pris des photos. On leur a même laissé le fauteuil pour s'amuser entre familles. On s'est mis à l'écart juste pour leur faire... Pour les laisser à l'aise. Voilà. Et ça, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans leur tête, franchement. Bien sûr, alhamdoulilah. En tout cas, bravo, Karim, je le rappelle, Ben Amal, président de l'Association nationale des bénévoles d'Algérie. Bravo, vous, ainsi que tous les bénévoles qui font partie de cette association.
association pour tout le travail que vous faites et tout le bien que vous apportez aux familles, à l'environnement. Et on rappelle le prochain événement donc imminent, c'est le 22 Voilà, c'est le 22 décembre. C'est le chantier bénévole international pour la construction de la forêt pédagogique EXA qui se tiendra à Darar, la commune de Bouda. Vous promettez de revenir juste après pour nous dire comment ça s'est passé avec des photos, des vidéos et des images? Parce que comme on en a parlé, j'aimerais bien qu'on en parle après aussi. Je vous invite à venir avec nous. Oui, on aimerait bien venir à Darar. On va voir comment faire. On a du travail nous aussi, mais on aimerait bien. Mais on compte sur vous, tiens. On pourrait même vous appeler en direct. Très par bien. vidéo. Ça sera avec grande joie. Comme ça, vous serez notre envoyé spécial. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Benamar Karim, et au plaisir de vous revoir dès votre retour à Darar. D'accord. Allez, bonne mission à Darar et à très très bientôt. Et puisqu'on était en train de parler de ces belles initiatives à Darar, comme ça pourrait être dans d'autres villes, puisque vous en avez visité. Vous avez visité combien de villes? J'imagine presque toutes. Alors, à part Ilizi et Janet. À part. Prochainement, Très bien. Alors moi, je vous propose de très très belles images d'Algérie, puisqu'on est en plein cœur, on est en train d'en parler, toute cette beauté, cette nature offerte bien sûr pour nous, les Algériens. Il faut en prendre soin. Et tout cela, c'est à travers une chanson, une très très belle chanson, bien sûr, de Jamel Allam, Allah yarahmou, Jawhara, illustrée par de très belles photos de l'Algérie. عزيزة سمك غالي جوهرة جوهرة سكنة روحي وبالي طير الغنون شيعة في كل مكان شحال شفت برد من قد زينك في مكان تمنيت صيود ويزيد النور الشمك يبان يا الغالية غيرك ما يا حلالي عليك نغير ما نخلي حد يمسك تكوني بخير على شانك وقدرك فيك زين كتير أرض بحرير تهشم شافك يا الغالية غيرك ما يا حلالي جوهرة جوهرة عزيزة سمك غالي جوهرة جوهرة سكنة روحي وبالي جبال قلبي اسكن جباله وجبتي رجال غير بطل وما حراس يا زايد غيرك ما يا حلالي جوهرة جوهرة عزيزة سمك غالي جوهرة جوهرة سكنة روحي وبالي جبال قلبي اسكن جباله وجبتي رجال غير بطل هما حراسه يا الغالية غيرك ما حلالي عليك نغير ما نخلي حد يمسك تكوني بخير علشانك وقدرك فيك زين كتير أرض بحري تهشم شافك
يا جزاير غيرك ما يحلالي جوهرة جوهرة عزيزة سولك غالي جوهرة جوهرة سكينة روحي بالي Voilà, cette chanson nous donne toujours autant d'émotions. Signée Jamel Allam, Allah yarhamou. Elle a été composée, on le rappelle, par l'immense artiste et compositeur Safi Boutella, qu'on avait reçu même dans cette émission et qui nous avait longuement parlé donc de sa collaboration avec Jamel Allam. Et tout de suite, nous recevons nos chroniqueurs. On va les présenter. Les chroniqueurs du lundi, à savoir Ledmia Mbarak, l'œil du psy, n'est-ce pas? Bonjour Ledmia. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va, merci. La forme? Très bien. Ouais, comme Oui, toujours. oui. Hein. Merci. Très Ouais. bien. On essaye. On essaye. Et juste à côté, bien sûr, vous l'aurez reconnu, on le retrouve aussi chaque lundi. Hassan Chemash, bonjour. Lilia, bonjour. Pour votre santé, c'est sa chronique du lundi. Ça va, Hassan? Très bien. La Merci. classe, hein? Merci. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Allez, avant de retrouver nos chroniqueurs, j'aimerais revenir quand même sur cet événement qui est très important et qui concerne bien sûr le cinéma dans toute sa splendeur, puisque aujourd'hui a commencé le Forum international Cinéma et Mémoire sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ça se passe donc du 9 au 11 de ce mois à l'hôtel Horacier. C'est un événement grandiose qui va réunir des experts venus d'un petit peu partout dans le monde, Algérie également, des spécialistes du cinéma, et c'est dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Avant de retrouver le directeur du CADC, à savoir le Centre algérien de développement du cinéma, je vous propose déjà de regarder cette bande-annonce qui en dit long sur toute l'importance de cet événement. والحادي عشر ديسمبر 2024 بقاعة المحاضرات فندق الهورسي. ما تلفش عليك ما توقف. السينما والذاكرة نافذة على الماضي ورؤية للمستقبل. Voilà, donc un événement d'une grande importance, en tout cas pour le cinéma. Je rappelle qu'il est organisé par le Centre algérien du développement du cinéma, le CADC, sous la supervision, bien sûr, du ministère de la Culture et des Arts et sous le haut patronage donc, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et justement, nous avons en direct avec nous, par téléphone, M. Zindine Arkab, qui est directeur du CADC, le Centre algérien du développement du cinéma. Alors, il est très, très occupé, il n'a pas pu être avec nous, bien évidemment, mais il pourra nous consacrer quelques petites minutes pour nous parler donc, de l'événement grandiose. Bonjour, M. Arkab. Avec un grand plaisir, je reçois votre appel. Vous avez tout dit, mais je vais intervenir quand même. Non, j'ai pas tout dit. On compte sur vous pour nous donner tout le programme aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours? Parce que ça a l'air tellement grandiose et surtout ça concerne le cinéma, l'histoire, la mémoire. Donc comment vont se dérouler les choses, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui? Voilà. Donc, comme vous avez dit déjà dès le début, c'est sous le patronage du monsieur le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, et le ministère de la Culture et des Arts a organisé le colloque international cinéma et la mémoire via le Centre algérien de développement du cinéma. C'est à l'Horacie, le 9, le 10 et le 11. Donc, actuellement, en ce moment-là, il y a des ateliers qui sont en cours. Donc, c'est des experts dans le cinéma partant de le monde, parlant de, par exemple, l'Espagne, le Vietnam, l'Amérique, Cuba, la Tunisie, l'Irak.
c'est des gens qui connaissent les cinémas, c'est des experts, surtout dans la mémoire. Donc, ils sont en train de faire des ateliers, des conférences avec des débats. Et cela permettra, Inch'Allah, d'avoir beaucoup plus d'expérience dans le domaine cinématographique. Après, le colloque est accompagné avec un expo cinématographique. Oui. C'est grâce à la Cinémathèque algérienne où je remercie M. le directeur Adel Mkhalfia. Aussi, le CNCA, je remercie aussi M. Mourad Chouihi, le directeur du Centre national audiovisuel et cinématographique. Donc, il y a des trucs concernant le cinéma, c'est des caméras, c'est des livres, c'est des trucs hologrammes. Il y a des gens qui ont été déjà, parlons déjà des amis d'Algérie ou bien des amis de la révolution algérienne. Oui. Par exemple, Steven Labodovic, Roni Bouti, Ammar Bakhti, Ammar Al-Askari. Ces gens-là ont été hommagés Oui. le matin. Aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture. Ouais. Donc, il y avait des hommages par rapport à leur carrière et à ces leur familles. travail, oui. Oui, voilà, par rapport à leur carrière, leur travail, leur matière aussi, qui parle de l'Algérie beaucoup plus. Alors, surtout monsieur la Arkad, révolution algérienne. Très bien, justement, en parlant de révolution algérienne, on va beaucoup parler d'histoire, hein, on va beaucoup parler de cinéma et d'histoire. Donc finalement, vous qui avez organisé ce colloque, quel en est le premier objectif? Quel est le premier objectif de ce colloque? Le premier objectif, c'est d'avoir beaucoup plus le cinéma algérien développé. C'est l'objectif du Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, on peut dire que c'est le seul président, le rôle qui dit aller faire l'industrie cinématographique. Donc c'est des échanges, des expériences avec des experts qui connaissent vraiment le cinéma. Ça, c'est le premier objectif. Après, il y aura d'autres objectifs. Par exemple, la numérisation. On parle des archives. On parle le rôle du cinéma par rapport à la jeunesse. On va parler du tout, un peu de tout. C'est un mélange, c'est un cocktail qui va donner beaucoup plus d'importance aux jeunes Algériennes, voilà. surtout le cinéma révolutionnaire. Et justement, aujourd'hui, je pense que c'est une grande fenêtre sur le cinéma qui va donner beaucoup de, comment dirais-je, d'espoir pour cette nouvelle génération qui voudrait travailler dans le futur et produire et réaliser, parce que cette jeunesse, finalement, elle ne demande que ça. Après, on a essayé de faire un programme accompagnant avec le colloque, où par exemple les experts vont partir à l'Institut cinématographique qui a été appelé vont partir à l'ISMAS par exemple, donc ils vont donner des masterclass. Voilà, ils vont aller à la rencontre des futurs bien sûr, réalisateurs. Avec des étudiants dans le domaine cinématographique, où il y aura des masterclass, des débats, etc. Donc comme ça, on va essayer de donner beaucoup plus l'importance, surtout à la mémoire. Très bien. Surtout à la mémoire. Eh ben oui, parce que cinéma, c'est la mémoire. L'image, ça joue un très grand rôle, surtout pour la mémoire, surtout dans la mémoire. D'ailleurs, le logo, ou bien l'affiche du festival, c'est le comédien algérien Sidi Ali Kouiret. Tout à fait. Très belle affiche, d'ailleurs. Qui fait un signe de la résistance algérienne. Quand on dit Ali Moutouagef, c'est la résistance algérienne. Donc c'est une fenêtre sur le passé et un regard sur le futur, finalement. C'est ça. Oui, Inch'Allah, oui, bien sûr. Et que serait notre futur sans notre passé? N'est-ce pas, monsieur Arkad? Très bien dit. En tout cas, monsieur Arkad Zindine, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, j'espère que vous recevoir carrément sur le plateau quand vous serez libre. Inch'Allah, pourquoi pas, Inch'Allah. Merci à vous, merci pour votre accompagnement. Merci. Au revoir. Et on rappelle donc que ce colloque va durer donc jusqu'au 11 de ce mois à l'hôtel Horaci avec tous ces spécialistes et tout ce programme qui est donc très très riche et bénéfique pour le cinéma. On regarde la sublimissime affiche Cinéma wa Dhakira avec bien sûr le grand, l'immense acteur Sidi Ali Kouiret, Allah yarhamou. Allez, tout de suite on passe à nos chroniqueurs. Je le rappelle, honneur aux dames ou honneur aux...
Allez, Shadi, Madi, Khalil, Rasul. Allez, honneur Allez, on oublie honneur, honneur. Non, allez, c'est l'égalité, la même chose. Donc on commence par Hassan Chemash. Allez, on y va. On terminera avec la douceur de l'Edmia. Mbarak. Hassan Chemash pour la chronique, bien sûr, votre santé. Et aujourd'hui, encore une fois, il s'intéresse à un sujet ô combien important, surtout en ce moment. Un véritable problème de santé publique. C'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, durant la saison hivernale, la protection civile enregistre des décès. Enregistre des décès, malheureusement. Alors, depuis le mois d'octobre, la protection civile a enregistré 21 personnes décédées intoxiquées au monoxyde de carbone. Au total, depuis le mois de janvier 2024, 99 personnes ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, décédés, malheureusement. Alors, c'est un véritable problème de santé publique, ça prend de l'ampleur et la protection civile le confirme. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de décès et il y a de plus en plus de personnes, d'interventions faites sur le terrain. On a parlé des décès depuis le début de l'année. Alors, il y a 1800 personnes qui ont été sauvées par la protection civile durant cette année. Bravo, hein, à chaque fois on leur rend hommage. Hier aussi, on avait comme invité commandant Nassim Bernaoui, qui nous a parlé aussi des accidents de la route, quelques mots sur le monoxyde de carbone aussi. Et on salue toujours le travail, déjà... qui contient tellement de risques. Hein, la protection civile, les agents de la protection civile sont à saluer. Moi, j'ai travaillé avec la protection civile. D'ailleurs, cette année, les premières victimes du monoxyde de carbone, c'était un couple. Un couple, c'était c'était lors de la nuit de noces, en fait. Ils sont décédés, ils venaient de se marier. Donc, ils étaient retrouvés le matin, décédés. Victimes du monoxyde de carbone. C'est horrible. L'année dernière, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à Batna. À Batna, il y a une personne qui est partie, une femme qui est partie avec ses 4 enfants chez sa famille. Alors, le lendemain, son mari les a enterrés. Il a enterré 5 personnes. Ses 4 enfants et sa femme, malheureusement. Vous voyez donc l'ampleur en fait, que prend ce problème de santé publique. Exactement. Oui, mais Hassan Chemash, vous-même, vous en parlez à chaque fois, chaque année, vous revenez avec vos reportages à la radio, vous faites de la sensibilisation, vous allez à la rencontre des personnes concernées, les spécialistes, la protection civile, et pourtant ça continue. Ça continue, même si on en parle et on en parle. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le problème? Vous savez, au fait, c'est vrai, on sensibilise beaucoup. Il n'y a pas que moi, en fait. Tous les médias le font, oui. Notre pays est grand. Et à l'intérieur du pays, croyez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens qu'on a ici à Alger. Aujourd'hui, il y a des gens... Je vous ai parlé de cette famille décimée, cette femme qui est décédée avec ses 4 enfants. Elle a utilisé des moyens dérisoires, en fait, pourquoi? Parce qu'il fait frais à l'intérieur du pays. Il faut donc sensibiliser. Il faut savoir aujourd'hui que le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, même ici à Alger, on dit, en fait, on a les moyens, même quand vous avez un chauffage performant. Il peut y avoir une faille, oui, une mauvaise installation. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on ne fait pas appel aux professionnels pour l'installation. On veut tout faire soi-même. Non, même, soit on le fait soi-même ou on ramène des bricoleurs. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais en train de refaire la peinture, j'avais la chaudière, je lui dis au peintre, je lui dis, je dois appeler... le chauffagiste, il me dit je peux le faire. Je lui dis non. Il voulait l'installer. Pourquoi? Il me dit je bricole. C'est l'erreur. Faites attention. Justement, après, ça vient du bricolage. Aux gens qui nous regardent, faites appel aux professionnels. Aux professionnels, aux chauffagistes, aux plombiers qui maîtrisent en fait le domaine. Je vais en fait, moi je peux le dire, je suis sensibilisé en fait moi dans ce domaine. C'était durant les années 90, on me racontait une histoire qui m'a sensibilisé. J'ai envie de la raconter dans le même objectif, en fait, le seul objectif de sensibiliser, de toucher. Lorsqu'on touche une personne, c'est un acquis. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On m'a raconté, en fait, c'est un couple, c'était chez nous, un couple qui était dans une petite pièce. Ils n'avaient pas les moyens, donc ils avaient une petite résistance branchée à une bouteille à gaz, la nuit, donc au milieu de la nuit, ils étaient fatigués. D'ailleurs, on va parler des symptômes. Ils étaient fatigués. Ils se sont endormis. Endormis.
Au milieu de la nuit, c'est le monsieur qui me l'a raconté. Il y a la dame qui lui dit, je vais la raconter comme il me l'a raconté en fait. La femme, il lui dit, Ya Rajel, Nod, tu fais le gaz, éteins le gaz, éteins le chauffage. Il lui dit, dans un moment, je vais partir. Lui, il était fatigué, il était dans l'inconscience en fait. Il était fatigué. Il y avait déjà le monoxyde de carbone était là. Il commençait à faire son. Il commençait à agir. En effet. Même la femme, elle ne pouvait pas, elle, se lever pour aller parce qu'elle aussi, elle était fatiguée. Il lui dit, dans un moment, je vais partir, je vais éteindre. Après, un moment après, c'est lui qui lui dit, Yamra, nous tu fais le gaz, le chauffage. Il lui dit, Ayo, Mazel, vous ne l'avez pas encore éteint. Il lui dit, je vais l'éteindre dans un petit moment. Alors, il me l'a raconté, il ne savait pas, c'était par miracle, la femme a réuni toutes ses forces, elle s'est levée, elle a éteint le chauffage, elle a ouvert les portes, la fenêtre, et il l'a réveillé. Ils se sont rendus qu'il revenait de loin. Ils se sont rendus qu'il revenait de loin. Donc il y a des signes. Ils ont jeté la petite résistance. Ça m'a tellement sensibilisé, tellement en fait, ça m'a marqué qu'aujourd'hui j'ai cette phobie. Moi, je le dis, chez moi, je vérifie chaque jour. Je peux vous le dire avant de dormir, je vérifie toute l'installation. Mais c'est important parce que le risque zéro n'existe pas. Quel que soit, même quand on ramène, on était en train de dire, il faut ramener un spécialiste. Même quand vous le ramenez, le risque zéro n'existe pas. Il y a le risque est là. C'est un tueur silencieux. Oui, d'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter, si vous permettez, on parlait de la protection civile qui fait un magnifique travail. Le commandant Nassim Bernaoui, il revient sur le nombre d'interventions effectuées depuis le début de l'année et le nombre de décès. On l'écoute. On l'écoute tout de suite. Dans la période du 1er octobre à ce jour, le 8 décembre 2024, la protection civile a effectué des centaines d'interventions afin de sauver, traiter et secourir plus de 250 personnes qui ont été incommodées par le monoxyde de carbone et malheureusement, on déplore 21 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone décédées. Depuis le début de l'année, on enregistre 99 personnes malheureusement décédées, intoxiquées par le monoxyde de carbone et plus de 1800 autres personnes qui ont été secourues à temps par nos secours puis évacuées vers différentes structures hospitalières afin de recevoir les soins nécessaires par nos collègues au niveau des différents centres hospitaliers. Surtout ces derniers temps, on enregistre une augmentation au nombre d'interventions pour sauver des personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des différents appareils, notamment les chauffe-bains qui ne sont pas dotés de moyens d'évacuation des gaz brûlés, ainsi que des chauffages qui sont mal entretenus ou aussi non dotés des moyens d'évacuation des gaz brûlés, ou bien les tuyauteries d'évacuation sont complètement obstruées. Donc plusieurs erreurs sont relevées lors de nos interventions, notamment il s'agit de l'aération, le manque d'aération et le changement d'air, que ce soit par les grilles d'aération basses et autres, ou bien le renouvellement d'air, ou aussi, c'est-à-dire l'évacuation carrément elle est absente ou obstruée au niveau des différentes habitations, que ce soit des habitations collectives ou des habitations individuelles. Ce qu'on a constaté aussi depuis le début de l'année, c'est que plusieurs accidents sont liés malheureusement au chauffe-bain qui n'est pas doté du moyen d'évacuation des gaz brûlés ou malheureusement il est installé à l'intérieur des salles de bain et aussi à chacun au niveau des toilettes, donc au niveau des lieux qui sont carrément interdits et ces erreurs sont fatales malheureusement des fois qui provoquent des morts ou bien des personnes qui sont sauvées in extremis. Et voilà, donc il a tout dit. Oui. Le commandant Nassim Bernaoui a tout dit. Ce qu'il faut signaler, c'est que le monoxyde de carbone tue chaque année et tue même en dehors de la saison hivernale. Oui. Il tue même pendant l'été. On vient d'écouter le commandant Bernaoui qui parle du chauffe-bain, en fait, en été. Et ce chauffe-bain, malheureusement, je ne sais pas si on peut regarder les images. Ouais. Alors, il y a des personnes qui placent ce chauffe-bain, en fait, ils font l'installation à l'intérieur de la salle de bain. C'est dangereux. Aujourd'hui, l'idéal, c'est de placer la chaudière et le chauffe-bain à l'extérieur, dans un balcon, pour éviter qu'il y ait
des dégâts. Voilà. Si on peut regarder des Ça, images, par exemple. c'est incroyable ce qui se passe. À ne pas faire. Du tout. Oui, oui, oui. Parce qu'on le respire. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'a ni odeur, Ni odeur, ni couleur, ni rien. On ne le sent pas. On est en train de le respirer. Mais alors quand le monoxyde de carbone est là, ce tueur silencieux, il y a des symptômes. Ouais. On a des maux de tête, on a la fatigue, les vomissements, les vomissements. Et justement, vous allez faire intervenir... Oui, et il y a des personnes, en fait, les personnes les plus vulnérables au monoxyde de carbone, à l'intoxication au monoxyde de carbone. C'est un tueur qui, en fait, il ne fait pas de distinction, mais les plus vulnérables, les personnes qui sont faibles, ce sont les enfants de moins de 2 ans, les personnes qui ont 65 ans et plus. Personnes âgées et les personnes... Les personnes qui ont des maladies respiratoires, des malades chroniques, et la femme enceinte. Alors pour la femme enceinte, j'insiste, pour la femme enceinte, elle est faible, mais le danger, c'est le fœtus. Alors, il y a même du retard pour le bébé, le retard de développement. Quand la femme inhale le monoxyde de carbone, il y a des séquelles, même sur le bébé. Très bien. Je vous propose d'écouter un épidémiologiste. En fait, c'est une femme épidémiologiste. Elle travaille au niveau de l'Institut national de santé publique. Alors, elle nous parle. Elle revient sur les séquelles et qu'est-ce qui se passe en fait sur le corps humain lorsqu'on inhale le monoxyde de carbone. Très bien. On écoute, c'est docteur Lazazi Atig. Atig, on y va. Le monoxyde de carbone est un véritable problème de santé publique. C'est un gaz indolore, incolore, invisible par l'homme. Malheureusement, c'est un gaz très dangereux, très toxique. Les symptômes sont très variés lors de cette intoxication. On peut avoir des céphalées, des faiblesses musculaires, des vomissements, des vertiges, des signes neurologiques. Et donc, on sent qu'on est fatigué, on veut dormir, on veut se reposer. Mais malheureusement, c'est des symptômes précoces d'une intoxication. Si on ne fait pas attention à ces symptômes, donc on rentre dans des signes de gravité qui sont plus dangereux. On peut avoir une hyperthermie, des convulsions, un truismus, un coma, et donc on peut perdre la vie sans se rendre compte. Et donc, on peut perdre toute une famille dans une seule intoxication. Donc, s'il vous plaît, pour éviter cette intoxication, vérifiez vos installations de chauffage, vérifiez vos matériaux, aérez votre maison. Et chaque année, faites appel à des spécialistes pour vérifier vos installations. Et vous pouvez vous chauffer pendant l'hiver en sécurité. Et donc, en sécurité, sans perdre des vies. Dans cette situation, malheureusement, chaque année, on perd des familles entières par ce gaz. Et donc, avec des gestes simples, on peut éviter ce drame. Voilà, encore une fois, elle a donné tous les conseils qu'il fallait. Oui, tout à l'heure, le commandant Nassim Bernaoui a parlé des personnes sauvées. Il a parlé de 1800 personnes sauvées durant l'année 2024. Alors, ces personnes, elles sont vivantes aujourd'hui, mais croyez-moi, certaines personnes peuvent avoir des séquelles. Après 40 jours, il y a des séquelles qui restent. Des séquelles. Et justement, on a la migraine, surtout. La migraine. Et moi, j'aimerais faire intervenir Ledmia, la psy, notre psy, l'œil du psy, par rapport à ça, parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez eu 2 patients. Oui, j'ai eu 2 cas donc, de personnes qui sont venues me voir pour un deuil, parce que c'est une famille qui a perdu son fils, enfin leur fils, intoxiqué au monoxyde de carbone, et un autre cas où c'était une maman, une jeune maman. Donc, et comment sont ces personnes? J'imagine elles ont un traumatisme. Leur vie a été totalement basculée. Oui, leur vie a basculé. C'est un drame. Bien sûr, perdre un enfant, c'est quand même très difficile. On s'en remet difficilement. Bon, on s'en remet, mais c'est très, très difficile. Très bien. Et en fait, c'est toute la famille qui est touchée. En fait, ils sont venus pour leur fille qui n'était pas bien. Et au final, j'ai mis un peu de temps à savoir qu'il y avait un frère qui est décédé. Et c'était ça le nœud. D'accord. C'était ça l'élément déclencheur, c'était ça. Bien sûr. Très bien, je reviens rapidement pour clore. Alors comment prévenir l'intoxication au monoxyde de carbone? Nous avons posé la question au commandant Nassim Bernaoui de la protection civile. On l'écoute.
Pour faire face à ce genre d'accident, la protection civile, depuis le 1er octobre, a annoncé une grande campagne de prévention de sensibilisation au profit des citoyens. Donc, un riche programme a été tracé depuis le 1er octobre. Il va s'étaler jusqu'au 31 mars 2025. Différents programmes sont destinés au large public, différentes catégories à chaque périodicité. Elles sont ciblées, notamment on a commencé avec les écoliers au niveau des 3 cycles, ainsi que les centres de formation et les universités. Et par la suite, on est passé aux différentes caravanes de sensibilisation qui vont sillonner les différentes communes et ainsi que les places publiques sur un travail de proximité. Et par la suite, on ira avec nos différentes collègues et partenaires, notamment la Sonalgas, ainsi que le mouvement associatif, sur le porte-à-porte pour rentrer au domicile des citoyens afin de relever malheureusement les différentes erreurs et essayer de corriger avec la sensibilisation pour réduire le nombre d'accidents et aussi réduire le nombre de personnes décédées. Sans oublier les actions qui sont faites au niveau des différentes mosquées tout le long de la semaine ou avant la prêche du vendredi pour toucher le large public, rappelant tous les conseils nécessaires pour le citoyen. Parmi ces conseils, notamment, c'est-à-dire on insiste sur l'entretien avant l'utilisation de ces appareils, que ce soit les chauffages, les chauffeurs, ainsi que même les chaudières. L'entretien doit se faire par un agent qualifié au domaine, que ce soit un chauffagiste, un plombier qualifié, et non un bricoleur qui a des données, des petites données et des connaissances qui commencent à bricoler et par la suite, il cause des dégâts, notamment des morts par ces actions. Et aussi, il faut toujours baser sur l'aération et la ventilation basse et haute à travers des grilles d'aération qui se trouvent au-dessus des portes, au-dessous des portes, que ce soit la porte principale, la porte de la cuisine, ainsi que la porte de la salle de bain. Parce qu'avec une bonne aération, on aura une combustion complète. Et non une combustion incomplète, c'est dû à ça qu'on a le monoxyde de carbone, qui est un gaz, nous rappelons, incolore, inodore, insipide. Il n'a pas une relation avec le gaz de ville ou bien le gaz butane ainsi que le gaz propane. Donc l'entretien, il faut faire la différence entre l'entretien par un qualifié et non le nettoyage. Le nettoyage, c'est pour enlever la poussière, et c'est-à-dire le faire redémarrer, mais l'entretien, il est indispensable pour qu'on puisse, c'est-à-dire s'assurer que l'appareil fonctionne le plus normalement. Et surtout, on revient sur l'aération. Et n'oubliez pas, c'est de l'installation du détecteur de monoxyde de carbone qui est donné gratuitement par les services de Sonalgas accompagnés par la protection civile. Laissez des gens qualifiés faire l'emplacement et l'installation au niveau du domicile. Et s'il vous plaît, ne touchez pas au détecteur de monoxyde de carbone. Il ne faut pas toucher aux batteries. Il ne faut pas changer son emplacement. Voilà. Tout est dit, hein. On a fait le tour. Vous avez vraiment fait un travail journalistique du début à la fin. Hein. C'est l'objectif, en fait. Très bien. Et ben, franchement, bravo. Tout a été dit par le commandant Nassim Bernaoui, par le médecin, hein, l'épidémiologiste que vous avez rencontré. Et bravo, Hassan Chemache. Avec plaisir, merci. Intervenants. Merci. Vous restez avec nous. On vous retrouvera, bien sûr, pour votre chronique dimanche prochain. Lundi prochain. Pourquoi j'ai dit dimanche? Lundi prochain. Et vous restez avec nous parce que tout de suite, c'est l'œil du psy avec Ledmia qui nous a dit qu'elle avait reçu 2 cas, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va continuer dans le sens de la semaine dernière, enfin sur la même ligne de la psychologie. Alors Ledmia, quand faut-il aller voir un psychologue finalement? J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui peut nous paraître normal et qu'est-ce qui peut nous paraître pas normal? Ça, c'est vraiment une vaste question, mais elle est très importante. Parce que il faut comprendre que le ressenti est très subjectif, comme je l'ai un peu dit la semaine dernière, mais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je prends un exemple de gens, par exemple, qui ont un regard sur une personne qu'ils connaissent et ils disent « je ne comprends pas pourquoi elle est mal, elle a tout pour aller bien ». Pour être heureuse. Pour être heureuse. C'est exactement ce qu'ils disent. Elle a tout pour être heureuse. Voilà. Hein, en arabe, ils disent « ouch khassa », c'est-à-dire elle a tout. Donc, on juge de l'extérieur, disons que la vitrine, elle est chouette, elle est correcte. Donc, on ne comprend pas que quelqu'un aille mal. Donc là, c'est important. Et du coup, la personne, elle culpabilise déjà d'aller mal, alors que elle a l'air de... Tout va bien. C'est-à-dire, elle dit, j'ai un toit sur ma tête, j'ai une famille, je suis en bonne santé, etc. Donc, là, c'est important, du coup, de se fier à son ressenti. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a souffrance,
là, il y a un souci. Mais il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a souffrance qu'il y a pathologie aussi. Je vais donner là, on a parlé par exemple du cas de personnes qui sont venues me consulter pour un deuil. Bah, se sentir mal quand on a perdu un être cher, j'ai envie de dire c'est normal. Oui. C'est pas quelque chose, cette souffrance-là, elle n'est pas pathologique. Moi, j'ai envie de dire autre chose, et corrigez-moi si je me trompe, ça serait pas normal si elle allait bien. Et là aussi, chacun a des façons de gérer qui lui sont propres. Mais oui, en général, si ça va pas, c'est que quelque part ça fonctionne bien, c'est que le corps fonctionne bien. C'est-à-dire, on parlera des émotions la semaine prochaine parce que ça aussi c'est un indicateur de notre état. Mais c'est comme une fièvre qui viendrait dire qu'il y a une infection, si vous voulez. La tristesse quand on perd quelqu'un de cher, c'est quelque chose qui vient dire que là, il y a une douleur quelque part. Donc, il faut savoir écouter ça. Mais c'est important de pouvoir parler de ce qui est perçu comme normal, jugé comme normal, et ce qui est jugé comme pathologique. Aujourd'hui, ce qui est perçu, déjà, ça change d'une culture à l'autre. Si, par exemple, vous prenez une tribu amérindienne, pour eux, entendre des voix, pour eux, c'est normal. Ils communiquent avec leurs défunts, c'est leur culture, c'est leur croyance. Moi, je reçois quelqu'un au cabinet qui me dit « j'entends des voix ». Bon, je vais l'orienter vers un psychiatre parce que je vais soupçonner de la schizophrénie. Vous voyez, donc culturellement, il y a des différences qui font que ce qui peut être normal chez les uns va être pathologique chez les autres. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le DSM, c'est on va dire un manuel, en tout cas de diagnostic, qui est celui valable dans le monde entier. Ça a été fait par les Américains et qui va, disons, cadrer, qui va orienter les diagnostics en cochant des cases. C'est-à-dire si vous avez sur la liste de 10 symptômes, vous en cochez 6, tac, vous avez une dépression. Et là, ça ne prend pas en considération la complexité des symptômes, de l'environnement culturel, familial. Donc, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Avec des pincettes, comme tout en réalité. D'accord. Et donc, je reçois pas mal de personnes qui viennent me dire « mais moi, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ah bon? Et pourquoi ? Parce que là, je suis mal, j'arrête pas de pleurer, je me sens pas bien. Bon, mais depuis quand? Depuis qu'on a changé le patron et le nouveau patron qui vient, il met la pression, il nous harcèle. Bon, est-ce que c'est anormal de ressentir ça? C'est normal. Oui, c'est normal. Ouais. Et donc mon cabinet parfois est rempli de gens, on va dire, qui se sentent anormaux alors qu'ils ont des réactions normales à un environnement qui lui ne l'est pas forcément. D'accord. Et ouais. Donc par exemple, quelqu'un qui voilà, subit du harcèlement au travail ou qui subit beaucoup de pression et qui vient consulter pour ça, mais en fait c'est normal de ressentir du stress et de l'anxiété. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de travailler dans un environnement malsain. Donc vous voyez comment les choses... Il faut changer de regard un peu là-dessus. Et moi, je déplore un petit peu cette psychologisation à outrance où on veut absolument que ce soit l'individu qui à lui seul d'abord doit apporter toutes les réponses à ce qui ne va pas dans son environnement ou dans son entourage. Et ça, c'est trop pesant sur les personnes. C'est-à-dire qu'il doit toujours être le meilleur, il doit toujours être parfait. Tout à fait. Et ça, c'est lourd à porter. On ne peut pas. C'est pas possible. Et donc, on a cette pression. D'ailleurs, je déplore aussi cette mode du développement personnel qui veut que les gens soient toujours performants, ambitieux. Bon, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut un petit peu équilibrer. Il y en a qui n'ont pas envie de l'être. Voilà. C'est normal s'ils n'ont pas envie d'être ambitieux. En fait, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et ils sont perçus comme anormaux. Et donc, j'ai souvent des parents qui me disent « Ouais, moi, mon gamin, il est... Enfin voilà, il manque de motivation, il est timide ou bien il n'est pas fonceur. Oui, mais si lui, il est bien comme ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, là, il faut vraiment prendre la mesure. Qu'est-ce qui est pathologique? Il faut savoir que la différence entre les deux, c'est d'abord, elle s'inscrit dans l'intensité.
elle s'inscrit dans la durée et aussi dans le fait que ce soit invalidant ou pas dans la vie de tous les jours. D'accord. Par exemple, ressentir du stress au moment de passer un examen, c'est normal. C'est normal. Maintenant, si ce stress-là va nous faire perdre nos moyens, si on a une attaque de panique à chaque fois qu'on est en face d'une feuille d'examen, si on a le syndrome de la feuille blanche, le syndrome de la feuille blanche, ou alors si on commence à développer des phobies par rapport au fait de passer des examens, là, on peut dire que là, ça commence à toucher. C'est maladif. Et oui, là, ça commence à être un petit peu pathologique, en tout cas problématique, parce que ça entrave l'évolution de la personne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller consulter. Là, oui. Là, c'est bien de consulter, voir qu'est-ce qui se passe. Et très souvent, ça peut être soit un stress de performance, c'est-à-dire que la peur de ne pas y arriver, souvent la pression voilà, d'une société, des parents. D'accord. Voilà. Justement, on fera une spéciale, Ledmia, sur la pression que peuvent mettre les parents, certains parents, pas tous bien sûr, je ne généralise pas, sur leurs enfants. Oui. Tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur à la classe, tu dois avoir les meilleures notes, va travailler, ne t'amuse pas. Ça aussi, ça pèse. Hein. Les conséquences, elles sont désastreuses sur l'équilibre de l'enfant ou de l'adolescent et on peut arriver jusqu'à un décrochage scolaire parce que les enfants sont gavés déjà très tôt. C'est pour ça qu'après, on trouve des cas, corrigez-moi si je me trompe, arrivés à un certain niveau d'école, d'études, ils arrêtent, ils ne veulent plus aller à l'école. Oui. N'est-ce pas ? Et puis c'est un levier aussi de chantage vis-à-vis des parents ou un règlement de compte inconscient. Surtout à l'adolescence. Surtout à l'adolescence. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Là, ça mériterait plusieurs. Donc pour clore et pour résumer le tout, qu'est-ce qu'il y a à retenir, Ledmia ? Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut d'abord faire confiance à ce qu'on ressent. C'est important aussi de ne pas forcément vouloir rentrer dans des cases, dans un moule. C'est pas parce que on est dans une société de l'ultra rapidité, performance qu'on est obligé de suivre. En même temps, aussi, il y a cette injonction de vouloir être tout le temps bien. Et donc, on a le droit d'être pas bien. Oui, et par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a appelé une fois pour un rendez-vous. Elle me dit, voilà, je suis sous antidépresseur depuis 10 ans. Parce que j'ai perdu mon mari. Donc, vouloir faire taire la douleur quand on perd quelqu'un de cher, par exemple, par un traitement médical, ne va pas aider la personne à faire son deuil et à avancer dans sa vie. Ça va juste anesthésier quelque part la douleur et juste pour pouvoir avancer, mais dans quelle direction? Donc voilà, et je m'adresse vraiment aux personnes qui se sentent anormales dans une, c'est-à-dire période de leur vie. Dans une période voilà, de leur vie, ou bien parce qu'ils n'ont pas un fonctionnement, on va dire, typique, c'est-à-dire qu'ils sont un peu atypiques et ils sortent un petit peu des sentiers battus de ce qui est attendu, parce que le normal, c'est quoi? C'est ce qui est le plus accepté en termes de fréquence. Donc, c'est-à-dire c'est le plus grand nombre de personnes qui sont comme ça, donc on décrète que c'est ça la norme. Et si quelqu'un va sortir un petit peu de ça, ça y est, il est classé comme anormal. Et là aussi, les gens vont être intolérants vis-à-vis de cette personne-là ou de ce qu'elle ressent. Et elle-même va se rejeter, va se sentir anormale et va vouloir peut-être même consulter. Et je ne sais plus qui disait que... En fait, ce qui est important de savoir, et j'arrêterai peut-être là-dessus, c'est que quand on vient me voir, je leur dis, je ne peux pas, si vous voulez, vous aider à accepter ce qui peut être tordu. C'est-à-dire, quand ça ne va pas dans un environnement, on ne va pas apprendre à la personne à s'adapter, à se tordre dans tous les sens pour pouvoir répondre à une situation qui n'est pas acceptable ou qui n'est pas normale. C'est pas ça l'idée c'est-à-dire de la psychologie. C'est bien de s'adapter, mais pas non plus de se suradapter au point de s'oublier, de vouloir... voilà, correspondre à des standards ou à une image qui n'est pas la nôtre ou la mienne ou la... Très bien.
Bah, on a compris, en tout cas c'était bien expliqué, bien clair. Passionnant. C'est passionnant, vous devriez faire un sujet sur ça. Ouais, seul, oui, hein. oui, oui. Même pour, très passionnant, c'est un monde même en pour fait, la radio, la vous psychologie. pouvez faire un sujet. Je vous autorise. Merci Ledmi Ambar, c'était passionnant comme à chaque fois. Rendez-vous donc la semaine prochaine, pour un autre sujet. Je vous l'avais dit, hein, on apprend tellement et elle nous apaise et surtout elle nous donne des informations qu'on ne connaît pas et elle nous éveille sur certaines choses aussi de notre quotidien. Merci Hsen Chemash aussi. Merci Lydia. À lundi prochain. Lundi prochain. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous en avez appris des choses tout comme nous. On sera de retour lundi prochain et dimanche, bien avant, avec les chroniqueurs du dimanche. Merci à Soraya Hamoudi qui était à la réalisation, à Djerbe Saouk, script